Alors, nous y voilà pour cet épisode de La Martingale. Je suis ravi de recevoir Laure. Salut Laure. Bonjour. Laure Verhaeghe, tu es la cofondatrice, j'allais dire CEO, mais non, tu es présidente. Tu n'es pas CEO alors, c'est ça? Présidente de l'Endosphère. D'accord. Et il y a un CEO ou pas, d'ailleurs? Alors, Amaury Blais, l'autre Fondateur cofondateur, et CEO. et Vous avez DG. réparti, DG, d'accord. Vous avez réparti les rôles. Tu sais qu'il y a des boîtes dans lesquelles ils changent. Ils tournent, il y a un DG et président. Mais moi aussi, je suis désormais président de Cosa Vostra et je suis plus le CEO. Écoute, je suis ravi de te recevoir parce que dans ces périodes un peu de turbulence autour de l'économie, de la finance et de tout ça, et puis turbulence autour du climat, on se pose pas mal de questions finalement sur les performances de chaque verticale dans lesquelles on peut investir. Et après avoir fait un épisode assez intéressant, on en parlait à l'instant avec Léo Lemordant il y a quelques mois d'Enerfip, je me disais que c'était intéressant de se remettre à réfléchir et analyser en profondeur les énergies renouvelables, le green, l'investissement à impact, l'ISR, l'ISG, l'ES. Je m'y perds, tu vas me réexpliquer tout ça. Ça te va comme programme? C'est parfait. Alors je vais commencer pour cet épisode, j'essaie de toujours un peu expliquer avec mon invité pourquoi tu es légitime de me parler de tout ça. Alors, notre légitimité, elle s'est construite depuis 10 ans. On a Ouais. créé l'Endosphère en 2014, au moment où le cadre réglementaire s'est mis en place pour le financement participatif. Et l'Endosphère est, dès le démarrage, une plateforme qui est dédiée à la démocratisation de l'investissement dans les infrastructures d'énergie renouvelable. Donc l'Endosphère, aujourd'hui, c'est 250 millions d'euros qui ont été investis via la plateforme. On vient de passer là le 500e projet accompagné. Et on travaille avec les grosses entreprises du secteur des énergies renouvelables, donc des PME, des ETI, des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelables ou Engie Green, par exemple, pour les noms les plus connus. Et l'Endosphère a aujourd'hui une base d'investisseurs de près de 30 000 personnes qui investissent tous les jours dans cette transition énergétique grâce aux projets qu'on analyse, qu'on sélectionne et qu'on ouvre en ligne au financement participatif. Ok, pour rentrer un tout petit peu dans ce détail, on va redéfinir crowdfunding et investir dans la transition énergétique, puis que tu m'expliques un peu comment fonctionnent ces frais, si c'est un investissement direct par l'Endosphère, si aussi il y a des gens qui revendent l'Endosphère, comment sont répartis tout ça, et peut-être aussi après quelles sont les performances. Mais avant, vraiment, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça fonctionne. Ce que j'avais noté, parce qu'en ce moment, il y a quand même une petite fébrilité dans l'univers du crowdfunding quand même. On sent que dans le crowdfunding immobilier, dans le crowdfunding de start-up, start-up peut-être encore pire, mais même dans l'immobilier, on sent qu'il y a soit il y a plus de deals, soit il y a des deals qui sont un peu... tu sens que c'est un peu fébrile. Ce que j'avais compris, et tu vas m'expliquer, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, chez ton confrère qui a été venu il y a quelques temps, c'est que finalement, une bonne partie des projets, en tout cas c'était leur approche, c'était de dire, il y a Total ou tu me dis EDF ou qui voudrait faire un projet à Blagnac, par exemple, et puis ils voudraient plutôt faire financer ou cofinancer ça par les gens locaux, notamment parce qu'il y a un côté on pourrait dire publicity en anglais, mais de communication pour dire, écoutez, vous prenez part avec nous à ce projet. Oui, les éoliennes, c'est un peu dégueu, c'est pas très joli, mais comme vous allez en profiter aussi et peut-être gagner de l'argent avec nous, et puis ça est quand même green, et puis c'est bien, on fait ça tous ensemble, on fait ça dans la main, et c'est cool. C'était un peu l'idée. Et donc, comme tu as ces gros opérateurs qui sont là et qui vont le faire avec toi, ils n'ont pas intérêt à planter le truc. Donc, tu avais une sorte quand même de garantie implicite, elle n'est pas officielle et écrite, mais de dire t'es pas très risqué dans ton truc, Coco, tu prends 8-9% et c'est bien. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris, c'est pour ça que ça m'avait vachement chauffé. On est toujours dans ce cas-là, c'est à peu près ça ou... Alors oui, ça, c'est toujours une bonne partie de nos campagnes. En fait, aujourd'hui, il y a une réelle fébrilité. De toute façon, l'univers est chahuté, les taux ont fortement augmenté. Nous, on a répercuté la hausse des taux depuis 1 an sur la plateforme. On était plutôt autour de 5%. Là, on est passé à 7%, le taux d'intérêt annuel. De rémunération okay. Pour l'investisseur. D'accord. Si je place chez vous, je peux récupérer 7% par an. Exactement. Qui ne sont pas
garanti. C'est pas garanti. Par contre, le taux est fixe et il est fixé contractuellement en amont. Donc, tu as un contrat obligataire qui te lie à l'émetteur en tant que souscripteur. Ok. Et donc, c'est un investissement direct via la plateforme entre moi particulier qui veux investir dans le projet d'énergie renouvelable, donc de ferme éolienne ou centrale solaire à côté de chez moi ou partout en France, et la société qui va donc faire appel à la foule, donc au financement participatif pour financer tel ou tel projet. Donc aujourd'hui, c'est un rendement de 7% et c'est à date zéro défaut. Ce zéro défaut... Combien de projets ? 500 projets. Ok, 500 projets, zéro défaut. Et combien en cours? Combien ont été finis et combien sont encore On a aujourd'hui une dizaine d'opérations en ligne. Et donc alors là, tu es en récolte, mais combien? Récolte. Il y en a qui sont terminés. Et en moment. Débouclé, en sortie totale, on est à 180, 190. Ouais, donc tu en as 40% déjà qui sont faits, pliés, tout le monde sait bien. Donc sur les 500 total, il y en a 300 encore qui sont en cours de remboursement. Il y en a qui sont au bout, donc les risques sont terminés. Et il y en a qui s'identifient en disant celui-là, pas sûr ou... Non, en fait, on est très serein sur notre portefeuille pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont très matures. On n'est plus du tout comme il y a 10 ou 15 ans, avec des technologies qui avaient encore une grande marge de manœuvre de gains sur les rendements, sur les disponibilités. Aujourd'hui, on parle des éoliennes et des panneaux solaires. L'éolien et le solaire, c'est des technologies matures sur lesquelles le productible, en fait, est très bien documenté en amont. Okay. Quand un développeur d'énergie éolienne ou d'énergie solaire va financer son projet, il a fait en amont une étude de productible. Donc, il a dit, voilà, le soleil, ça va me rapporter tant en mégawattheure, donc la production de ma centrale solaire. Ma ferme éolienne, j'ai mis un mât de mesure devant. Je sais à peu près combien elle va produire sur les 10, 15, 20 ans qui viennent. Et c'est avec ces études de productible qu'ils vont après chercher du financement bancaire et du complément de fonds propres avec le financement participatif. Et pour être honnête, Laure, ce complément de fonds propres, donc si je reviens sur la partie un peu communication de tous ces projets, ils en ont besoin ou ils le font justement pour ça? Enfin, c'est les partenaires. Est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce que c'est un peu entre les deux? Alors, il y a plusieurs... on va accompagner donc à la fois des PME qui vont venir chercher un réel levier de financement via l'endosphère et le financement participatif, parce qu'aujourd'hui, on sait couvrir nous, des besoins de financement entre 1 et 10 millions d'euros qui ne sont pas forcément couverts par ailleurs, ni par des fonds spécialisés qui ne vont pas regarder ces tailles-là de dossiers, ni par le financement bancaire dont ce n'est pas le métier d'aller faire de la dette junior. Et donc, nous, on va vraiment avoir un levier de financement et compléter un tour de table de façon aujourd'hui compétitive, efficace et qui apporte un volet extra-financier qui est celui de l'ancrage local, de l'acceptabilité et, j'allais dire, tout comment on peut développer de façon harmonieuse sur un territoire un projet. Et donc, on est à la fois un réel levier de financement et un levier d'ancrage local et d'acceptabilité territoriale. Ok, donc si je reformule, il y a... Peut-être que j'ai bien fait de ne pas le faire, puisque tu me dis que les technologies sont beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais il y a une dizaine d'années, en Corse, j'avais failli... me lancer avec une super boîte qui s'appelle Corsica Sol, je ne sais pas si tu les connais. Ouais. Très bien. Et me lancer sur un projet de quelques hectares quand même assez gros de panneaux solaires. Et donc, il m'expliquait la manière dont c'est fait. Alors, ce serait intéressant que tu m'expliques où est-ce que vous intervenez. Il y a une première partie qui coûte assez cher quand même, qui est déjà entre de mémoire 200-250 000 euros, qui est un peu l'étude de faisabilité la partie projet. Développement, en fait. Voilà, le développement. Donc ça, c'est 250 000 euros pour voir si c'est possible. Tu vas aller voir les maires, les collectivités, ceux qui gèrent les administrations, voilà, etc. T'assurer que tout est bien. Et puis à la fin, tu as un dossier qui est bien bouclé et tu vas le présenter à l'État, c'est ça? À la préfecture. À la préfecture qui, lui, te garantit un achat d'électricité sur 30 ans? Alors, sur 20 ans, en fait, c'est les tarifs réglementés. Aujourd'hui, la contrepartie, c'est EDF obligation d'achat. Okay. Donc, c'est ce qui fait qu'une fois que tu as ton productible, que tu sais que tu vas produire tant pendant 10, 15, 20 ans, après, ce que tu obtiens, c'est, une fois que tu as ton autorisation, un tarif réglementé par EDF obligation d'achat. Et donc, ça te permet d'avoir un business plan qui offre une visibilité à l'investisseur sur cette durée-là de temps. Et comme nous, on est beaucoup plus court, on intervient sur 3 à 5 ans, on a cette
excellente visibilité sur l'investissement. Et aujourd'hui, on est extrêmement serein sur tout ce qu'on a en portefeuille parce que c'est des boîtes qui sont aussi... il y a eu un fort mouvement de consolidation et de montée en compétences. Pareil, ces 10-15 dernières années dans le métier, dans le secteur. Aujourd'hui, c'est des structures, les entreprises qu'on accompagne qui ont déjà des actifs en exploitation, qui vont donc pouvoir apporter des revenus récurrents à la maison mère et qui savent très bien développer les projets, faire toutes ces phases amont de recherche du foncier, design des centrales et dossier d'autorisation. Ouais, mais donc c'est vrai que c'est assez fou. Alors, à moins que l'État fasse défaut, ce qui est aussi peut-être une possibilité, mais enfin, il y aura quand même beaucoup d'autres problématiques là-dessus. Une fois que tu as passé ce dossier de financement de 250 000 euros, ce développement, tu disais tout à l'heure, tu rentres dans un moment où, alors moi, de mémoire, le dossier total pouvait coûter à peu près 15 millions d'euros. Oui. Donc, pour faire tout le parc de panneaux solaires, 15 millions, tu te dis, bon, bah, c'est beaucoup. Et la banque te demande d'en apporter. Alors, autant avec Corsica Sol, je crois qu'ils étaient prêts un peu cofinancés. Donc, si je dis pas de bêtises, on devait être à 50-50 sur les frais de développement, donc 125 000 euros chacun, pour après présenter à l'État. Et puis eux, ils connaissent bien, donc ils savent s'il y a beaucoup de chances ou pas que ça passe. Parce que le problème, c'est que le vrai risque, il est sur ce dossier de développement. C'est 250 000 euros sur lequel, si tu n'as pas à la fin d'accord, tu les as perdus et il n'y aura rien, quoi. Et c'est ça le métier des développeurs, en fait. Les boîtes qu'on accompagne, leur métier, c'est d'avoir plein de projets en phase de développement, à des stades plus ou moins avancés, et on peut faire, nous, du financement de développement. On va faire du financement sur des grappes, des portefeuilles entiers de projets. Ça va permettre de diversifier le risque et avec la capacité, s'il y a des projets qu'on perd en cours de route, d'en amener de nouveaux. Et donc, ça permet d'accompagner ces phases de développement et après de pouvoir être cofinanceur, donc sur cette partie de quasi-fonds propres qu'on va apporter en phase de construction. Parce que ce qui coûte vraiment cher, c'est le CAPEX. En fait, aujourd'hui, 1 mégawatt solaire ou 1 mégawatt éolien, c'est 1 million d'euros. Et ce million d'euros... Alors attends, le CAPEX et 1 mégawatt, 1 million d'euros, donc c'est l'investissement, ce que tu appelles le CAPEX, c'est vraiment l'argent que tu dois immobiliser pour créer un mégawattheure. 1 mégawatt. 1 mégawatt, pardon, par an, c'est un mégawatt. Le mégawatt, c'est la puissance. Ok. Le mégawattheure, c'est la production. Ok. Donc 15 mégas, ça veut dire qu'à pleine puissance, tu peux produire 15 mégawattheures à pleine puissance. Et aujourd'hui, donc, par exemple, 15 mégas, donc 15 millions. Et il y a 80-90% qui sont apportés par la banque, par le financement bancaire. Ouais. Et toutes les entreprises qu'on accompagne, c'est ce qui différencie aussi notre secteur d'autres, toutes ont accès au financement bancaire. Il n'y a pas de sujet d'accès au financement bancaire, il n'y a pas de problématique après. Le financement bancaire, il est long. Voilà. Et puis il est plus cher. Il est plus cher, il est plus long. Et c'est là où on a une vraie carte à jouer, c'est qu'aujourd'hui, le financement participatif, il peut venir de façon plus compétitive financer ces projets. Alors, je vais continuer sur mon exemple. Comme ça, j'aime bien les exemples pour être sûr de bien comprendre tout ce que tu dis. Je savais pas, alors j'avais pas compris que vous pouviez financer le développement au début. Donc là, c'est risqué, mais vous financez une grappe de développement, comme tu le dis. Donc, tu vas pas que sur un projet. Tu connais je sais pas, tu pourrais dire chez un bon moyen développeur, le taux de transformation de ces projets, est-ce que il en valide 8 sur 10, 5 sur 10, enfin... Alors, dans l'éolien, aujourd'hui, les temps de développement sont très longs. C'est 10 ans pour sortir un parc éolien parce que... 10 ans entre le moment où tu dis, tiens, ce terrain pourrait être pas mal, et le moment où il est construit, il tourne. Waouh. Ouais. C'est un problème, ça, non ? C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on doit accélérer. Aujourd'hui, on doit faire en 7 ans ce qu'on a fait en 20 ans. Donc, on doit tripler les installations, on doit tripler les financements. Donc, c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité. Après, le facteur limitant aujourd'hui, c'est ces autorisations et c'est cette capacité d'accélérer le développement. Et c'est un réel problème aujourd'hui parce qu'on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de décarboner notre mix énergétique et en France, il est encore dépendant à 60% des énergies fossiles. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut à la fois électrifier les usages et apporter beaucoup plus de renouvelables dans le mix énergétique global. Compris. Donc ça veut dire que il y a beaucoup d'opportunités. Pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent leur vocation, tu peux devenir développeur là-dedans si tu sais. Ils recrutent tous. Ils sont tous en train de recruter à tour de bras. Ils ont tous des portefeuilles en phase de développement qui frôlent le gigawatt. Ils sont tous en train de s'internationaliser. Aujourd'hui, en France, on a vraiment un tissu d'entrepreneurs et d'entreprises qui est très dynamique, très beau et qu'il est important d'accompagner dans cette croissance. Ouais. Tu dirais que c'est quand même un bon endroit
ou se lancer même, ou pas, si tu es entrepreneur, ou c'est maintenant, c'est trop tard, il y a trop de gros, le marché est loqué? Dans l'éolien, il y a une barrière à l'entrée qui est quand même cette capacité à développer un projet sur le temps long. Il faut avoir les reins solides, même pour porter Et si tu mets les 10 ans frais de avant de gagner développement. ton premier euro, c'est sûr que c'est compliqué. Exactement. Et même si tu vends ton projet avant de le construire, parce que tu n'as pas les moyens d'apporter les 10-20% de fonds propres au moment de financer le projet, il faut tenir les 5, 6, 7 ans de développement quand on veut se lancer. Dans le solaire, il y a un petit peu moins de barrières à l'entrée de par la taille des projets. On peut faire de la centrale en toiture de 100 kg. Ça, c'est moins long à développer et c'est moins cher à construire. Donc, il y a plus de création d'entreprises dans le solaire. Mais en règle générale, ce sont ceux qui ont développé puis vendu des sociétés à des plus gros. Il y a eu un vrai phénomène de consolidation sur les 5-10 dernières années. Et les fondateurs de ces boîtes qui ont été vendues ont recréé tout de suite de nouvelles structures et ont accéléré très rapidement parce qu'ils avaient l'expertise. On est un peu en dehors du sujet, on the side, mais c'est un gros boulot de sales, de vendeur, en fait. Si tu sais bien vendre, convaincre, alors par l'oral peut-être pour les gens qui ont j'imagine les terrains, etc. Et puis par l'écrit pour les dossiers, l'État et les partenaires, c'est vraiment ça, non? Alors, c'est un gros boulot d'identification du foncier, qui est aujourd'hui un peu le nerf de la guerre. Où est-ce que je vais pouvoir développer mes centrales? Alors, dans le solaire, il y a un vrai sujet parce que c'est consommateur d'espace, contrairement à l'éolienne où tu as juste un mât et puis une fondation. Et donc, c'est de l'espace, mais en trois dimensions. C'est pas de l'espace. Chercher de l'espace là-haut. Oui. Et plus tu vas haut, plus tu as du vent stable, régulier, puissant, et donc plus tu produis. Et donc, dans le solaire, il y a un sujet sur le foncier. C'est pour ça que la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a été votée là en mars 2023, dit par exemple, pour tous les parkings, obligation à partir d'une certaine surface d'équiper en ombrière solaire. Donc, tout ce qui est terrain déjà anthropisé, donc déjà modifié par l'homme pour éviter de consommer de la parcelle agricole et d'avoir un conflit d'usage alimentaire énergétique, on va équiper des surfaces déjà anthropisées. Et il y a aussi tout un fort développement aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Comment je conjugue production alimentaire et production énergétique avec la production alimentaire qui est prioritaire sur la production énergétique. En effet. Je me souviens qu'on devait pouvoir laisser passer les brebis entre les panneaux solaires. Alors revenons à mon projet que je ferai pas ou pas tout de suite. J'aimerais bien m'y remettre quand même. Ça me chauffe. Mais il faut. Ouais. Donc 250 000 euros à l'origine. Toi, éventuellement, tu peux le financer. Tu m'as pas dit un très bon. Il fait passer combien de dossiers? Il finit par tous les faire passer, tôt ou tard. C'est peut-être un peu plus long sur certains. Il peut peut-être modifier des trucs, voilà. Ok, il sait à l'origine, voilà. Et des mauvais, ils peuvent être... Non, tu bosses pas avec les mauvais, peut-être? Pas beaucoup. Ok. Chez nous, je vais dire, il n'était pas arrivé jusqu'au bout parce que c'était plus c'est une indivision, c'est un domaine familial et je crois qu'il s'était dit, ouh là là, chez les Stéphanie, ça va être compliqué, mais et je pense qu'il avait raison. Et du coup, il va falloir que je règle ce truc. La suite, j'ai ces 250, j'ai dépensé, j'ai trouvé mon dossier. Là, de mémoire, un projet à peu près à 15 millions. Toi, tu dis qu'ils en financent 90%, la banque avant financé 80%. Entre 80 et 90%. Ok, donc entre 1,5 million et 3 millions, c'est ce que j'avais en tête. Donc, je dois apporter, moi, en plus des 250 000 déjà investis, mettons 2 millions pour avoir l'emprunt bancaire. Et c'est là où je vais voir l'endosphère, où je vais voir l'or et où je me dis, ok les gars, j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas les 2 millions en poche. Alors, en règle générale, ils les ont. Ok. Mais le sujet, c'est de pouvoir répartir sur un grand nombre de projets. Aujourd'hui, il y a plein de projets qui arrivent à ces phases matures de construction, de financement. Et donc, leur enjeu, c'est de répartir au mieux, et c'est ça les arbitrages, leurs fonds propres. Donc, c'est-à-dire, si jamais tu es développeur des projets comme le mien, tu en as 10, tu as les 2 millions, mais tu n'as que les 2 millions, bah, tu vas dire, en fait, je vais mettre 200 000 dans chacun, dans les 10, et je vais voir l'endosphère pour mon 1,8 million qu'il me faut, si c'est tous les mêmes ISO, exactement, etc. Ok. Et c'est pour financer les fonds propres, pour demander l'argent à la banque. Est-ce que de temps en temps, ce que tu as dit tout à l'heure, vous aussi, vous prenez une part de la banque et vous dites, bon, bah non, mais sur les
finalement, les de 12 millions qui restent, je vais aussi en prendre 2 ou 3 sur la durée du projet, ou c'est pas ce que vous faites? On peut faire aussi du financement bridge, donc venir avant le financement bancaire. Par exemple, le financement bancaire a traîné pour une raison X ou Y et on doit commencer à acheter les premiers panneaux ou commencer à payer les premières factures pour l'achat des turbines. Et donc là, on va arriver en financement relais, en financement bridge pendant 12-18 mois, le temps que le financement bancaire prenne le relais et nous sorte. Ça peut mettre 12-18 mois à arriver le financement bancaire? Alors, c'est long, ces financements bancaires. C'est long, c'est pour ça que le financement participatif dans le secteur, en gros, il y a 3 raisons pour lesquelles on vient de nous voir. Du complément de financement, donc un levier de financement à part entière, donc du bridge, de la mezzanine, du complément de fonds propres. L'autre raison pour laquelle on vient de nous voir, c'est de l'ancrage local. Je suis un développeur. Aujourd'hui, sur le terrain, j'ai des gens qui sont pour, j'ai des gens qui sont contre. J'ai une bonne partie qui est plutôt neutre, qui aimerait bien, mais qui ne sait pas trop. Et donc, nous, on vient apporter un levier aux côtés de ceux qui font bien la concertation aujourd'hui sur les territoires, un levier d'implication et d'ancrage local. Okay. Et ça, c'est très efficace et ça marche vraiment bien. Sur nos 28 000, 30 000 investisseurs aujourd'hui, il y en a plus de la moitié, ils sont là parce qu'ils ont financé au préalable, enfin au démarrage, un projet à côté de chez eux. Ok. Mezzanine, tu peux me le réexpliquer? Alors, on va arriver sur une... Il y a la maison mère, mettons EDF Renouvelable. Après, elle peut avoir une société intermédiaire qui, elle, va détenir plein de sociétés de projets. Et donc, ça, c'est pour optimiser le financement et optimiser le développement global de ces projets qui est en dessous. Et donc, nous, on peut arriver au niveau de cette holding qui va avoir un grand nombre de projets en dessous pour apporter un financement mezzanine. Donc, elle, tu la finances, elle, pour les projets du dessous, avec une forme de confiance parce que tu sais qu'ils bossent bien et sans regarder chacun des projets en dessous. C'est un peu ça. Alors, si, on va analyser le portefeuille à chaque fois. On analyse systématiquement le ou les projets qu'on finance, la qualité du sponsor, donc de la maison mère, et effectivement, dans l'organigramme, on va aller chercher aussi des sûretés. Donc, on peut avoir des garanties autonomes à première demande sur la maison mère, on peut avoir des collatéraux sur les actifs qui sont en dessous, et donc structurer à la fois la dette qu'on va apporter en fonction du BP de la société et aussi en fonction des sûretés qu'on peut aller chercher au sein de la structure globale. Ok, très clair. Et alors, sur cette partie de financement de fonds propres, donc pour réexpliquer, cette partie des 1,5 à 3 millions, on a dit tout à l'heure 2 millions, qui permettent donc de rassurer la banque et de dire, bon, ok, j'ai déjà une sorte d'apport, hein, c'est l'apport qu'on va donner dans un appartement, c'est un peu ça, les fonds propres. Elle est généralement remboursée plus vite que la banque, avec des taux plus élevés. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, ça, c'est assez classique dans le secteur. Oui, bien sûr, c'est tout le principe du crowdfunding, mais je te redemande une explication pour être plus clair et que tout le monde le comprenne. Elle peut être, donc elle va être là pour accompagner, faciliter le financement bancaire. Ensuite, elle va être remboursée soit par une poche supplémentaire de financement bancaire. Le projet tourne depuis 3, 4, 5 ans et on peut refinancer cette partie-là dans des meilleures conditions que celles qu'on aurait au démarrage quand il y avait encore un reste de risque construction et de mise en exploitation. Donc tu vas dire à la banque au bout de 3 ans, les 2 millions que j'ai pris chez Lendosphère, je voudrais les rembourser à tout le monde parce que chez Lendosphère, il me coûte 8%, 7%, voilà, et vous pouvez me faire un taux à 2%. Alors ça, j'imagine que dans les dossiers d'avant, qui étaient à des taux très bas, maintenant, tu peux plus avoir des taux aussi bons, tu vois ce que je veux dire? Quand, il y a quelques années, t'empruntais à plus bas, et là, les taux ayant monté, c'est plus difficile de... Alors sur les refinancements, oui, il y a un moindre écart aujourd'hui, de toute façon, et c'est là où on a une vraie carte à jouer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le financement participatif, même si on a répercuté plus de points, et donc aujourd'hui, des taux entre 7 et 8%, on a, j'allais dire, un boulevard devant nous pour plusieurs raisons. Parce qu'on est un peu plus compétitif qu'il y a encore 2 ans, parce qu'on est toujours aussi réactif et parce que notre base d'investisseurs aujourd'hui, donc à la fois les investisseurs engagés du début et ceux qui viennent dans une logique beaucoup plus de diversification et de verdissement de leurs allocations, et aussi de transparence, c'est devenu une réelle motivation aujourd'hui, font qu'on a une capacité de financement qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait faire il y a encore 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, des campagnes de 1 à 10 millions d'euros de façon, j'allais dire, permanente et récurrente sur le site, c'est quelque chose qu'on sait tout à fait faire, tout en apportant aussi du financement complémentaire via un fonds, le fonds 1, 2, 3 Transition énergétique qu'on a créé avec la société de gestion 1, 2, 3 qu'on a rejoint fin 2021, qui peut venir compléter
sur la plateforme, investir aux côtés des investisseurs particuliers et venir sécuriser ces objectifs de financement. Et alors c'est là où ça me pose pas mal de questions. Alors c'est peut-être juste la partie implication des collectivités, ou des habitants au niveau local, mais quand tu as rejoint un 2-3, alors c'est un 2-3 IM, ça se dit plus, un 2-3 IM toujours, oui, un 2-3 IM, finalement des sociétés comme ça qui en plus surperforment depuis 20 ans sur pas mal de choses. Quand ils voient ce que vous faites, en fait, ils pourraient tout prendre, en fait, quasiment. Se dire, en fait, pourquoi on laisse en crowdfunding alors que finalement, nous, la perf est bonne, les risques sont assez bas. Non, c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc, la vraie raison, c'est juste d'être un acteur de communication locale ou... Non, bah alors il y a un côté digitalisation, donc ça s'il est complètement digitalisé, c'est ce qui intéressait 1, 2, 3 à l'époque. Il y a aussi le côté retail. En fait, il faut surtout pas toucher à ça. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, avec les robinets qui commencent à se tarir ou à se fermer du côté des investisseurs institutionnels, et on était à Patrimonial cette semaine. Aujourd'hui, le retail, c'est quelque chose qui va se développer énormément. Tout ce qui est dette privée va se développer énormément. Et nous, on est un outil qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui a 10 ans de track record sur la dette privée. Donc, tu as plus d'accès. Finalement, c'est un peu ce que je fais aussi sur des club deals ou des investissements que je fais avec des partenaires OVNI, là, avec qui on se lance sur 2-3 choses. C'est de se dire finalement les institutionnels vont moins financer parce qu'ils vont sur de l'obligataire bien payé, c'est ça, si je comprends bien, ou des obligations d'État ou de choses comme ça. Et donc, du coup, le particulier va être une source de financement intéressante. Oui. Ce qui pourrait m'inquiéter là-dedans, mais là, je prends une partie un peu plus holistique, mais je ne sais pas à quel point tu es experte ou pas, mais c'est que finalement, tu te dis, si les institutionnels et les plus gros viennent pas là-dedans, est-ce que le retail, donc le particulier, donc moi, nous, etc., c'est pas un peu le pimpin de l'histoire, quoi. Parce que si c'était si bien, bah, à ce moment-là, les instituts viendraient là-dessus. Alors, il y a énormément de liquidités pour le secteur de la transition énergétique. Il n'y a pas une journée où la Banque Postale n'annonce pas qu'elle va dépenser 1 milliard, la Caisse des dépôts 100 milliards pour la transition énergétique. Il y a aujourd'hui ce qui est encore disponible du côté des instituts, c'est fléché, transition énergétique. On a créé là un deuxième fonds qui va être en commercialisation avec de très beaux noms institutionnels qui viennent parce que c'est transition énergétique et parce que c'est co-investissement avec des particuliers. Ces deux piliers-là sont aujourd'hui essentiels pour aller chercher ces fonds institutionnels. Et donc, il y a énormément de liquidités dans le secteur et le facteur limitant aujourd'hui, c'est les projets. Et c'est là où nous, on va apporter quelque chose de différenciant, c'est que c'est des boîtes qu'on accompagne depuis plus de 10 ans. On peut anticiper leurs besoins de financement, on peut adapter nos outils à leurs besoins. Il y a quelques années, c'était beaucoup de la mezzanine. Aujourd'hui, c'est du financement de développement. Demain, ce sera peut-être du corporate pour aller à l'international. Donc, on sait anticiper leurs besoins de développement. On sait mettre en place les outils, les campagnes derrière pour le faire et venir apporter du financement, un style du financement intermédiaire aux côtés des particuliers en direct. Donc il y a les deux en même temps, donc on peut être un peu rassuré. On n'est pas les seuls à se lancer quand même. C'est une question que j'allais te poser parce que finalement on voit sur l'endosphère, j'imagine que c'est un peu l'histoire, en tout cas c'est beaucoup les projets. Donc quand je vais sur le site, je vois des projets. Donc là, je vais avoir un Total Energy, objectif centrale solaire de Moussoulins dans l'Aude, projet d'extension du parc éolien Sud-Marne, 250 000 euros, TTR, 550 000 euros avec Total Energy, Valorem 100 000 euros. Alors c'est marrant, hein, il y en a 50 000, 70 000, enfin il y a des petits projets entre guillemets. Objectif 2 millions sur portefeuille de 3 centrales photovoltaïques au Chili, hein, intéressant. Alors là, quand je fais au Chili, il n'y a pas EDF qui t'achète et qui te garantit pendant 20 ans. Non, mais il y a le même système. En fait, au Chili, ils ont mis en place un cadre qui permet de sécuriser la vente d'électricité pendant 10, 15, 20 ans sur cette taille-là de centrale. Quand on va au Chili, en fait, on finance la structure française qui ensuite va flécher sur les centrales. Donc, on n'a pas le risque Chili, on n'a pas un risque juridique ou pays ou projet. On a un risque société maîtrise France avec une garantie autonome de la maison mère qui est CVE, là, en l'occurrence.
Et ok, garantie autonome de la maison mère. C'est intéressant parce que moi, je pourrais me dire au Chili, alors Chili, c'est pas l'Argentine, mais c'est pas loin, tu vois. Mais financer un projet avec l'État qui s'engage en Argentine, je me dis d'où l'importance des États qui sont fiables et des notes finalement. Mais l'Argentine, je serais pas très serein, tu vois, peut-être. À tort ou à raison. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a une partie dans chaque projet, parce qu'en fait, quand on arrive en ligne, on peut se constituer son propre portefeuille. Et c'est ça aussi ce qu'apporte le financement participatif. C'est je suis un particulier, je suis un professionnel de l'investissement, j'arrive en ligne, je me constitue mon portefeuille en fonction des taux qui sont entre 7 et 8% aujourd'hui, en fonction des durées, 3 à 6 ans, en fonction des profils de remboursement amortissables, in fine, et en fonction ensuite du projet. Est-ce que j'ai envie d'investir dans l'éolien, dans le solaire, dans tel type de structure, la PME, de l'ETI, et je vais me constituer mon portefeuille. Ce qu'on explique dans chaque projet, c'est le fruit de notre analyse, juridique, technique, mais surtout financière sur le projet qu'on finance, et c'est les sûretés qu'on a mis en place pour garantir au maximum l'investisseur. Ok, de toute façon, dans tout projet de crowdfunding, il y a un risque. Il y a un risque. Tu dis, il n'y a pas eu de défaut encore. Il n'y a pas eu de défaut. Est-ce qu'il y a eu des endroits où vous avez remboursé moins que prévu ou non. Okay. C'est toujours les engagements respectés. Ouais. Ok. Ce qui se dit, et je pense la pratique en tout cas raisonnable, c'est de pas tout mettre, alors comme dans tous les investissements, c'est dans le même panier, c'est-à-dire d'aller dans 2, 3, 4, 6, 8 projets différents. Si vous avez 10 000 ou 100 000 euros à investir, divisez-les en 10. Il y a un minimum pour investir sur l'Endosphère ? C'est 50 euros. 50 euros, voilà. Bon, si vous avez 1000 euros, vous faites ça. 10 projets ou 20 projets. Voilà. Comment vous vous rémunérez, vous ? Nous, on facture un success fee à l'émetteur. Donc, il n'y a pas de frais pour l'investisseur à aucun moment. On facture un success fee à l'émetteur à la fin de la campagne. Combien ? Entre 2 et 5% en fonction du montant qu'on va lever. Donc, si tu lèves 2 millions pour CVE, tu vas prendre 40 000 euros ou 50 000. Je vais prendre moins que si je lève 50 000 pour un projet plus petit. Ok. Très clair. La question, alors, des types de projets, on a parlé d'éolien et de photovoltaïque, on voyait aussi des projets de biogaz ou de choses comme ça. Vous faites aussi ça ou moins, un peu Alors, notre vocation, c'est vraiment de financer la transition énergétique et écologique. On a principalement du solaire et de l'éolien parce qu'ils apportent une très bonne visibilité, comme je disais, sur leurs productibles et donc sur leur rentabilité. On fait aussi un peu de méthanisation. On est beaucoup plus conservateur et prudent sur les dossiers. Enfin, beaucoup plus. On est aussi conservateur et prudent, donc il y a moins de dossiers parce que c'est des dossiers qui sont un peu plus compliqués, plus exigeants en termes d'opération. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apporter les intrants au fur et à mesure et avoir une très très bonne qualité opérationnelle sur tout le dossier. Donc on en fait parce que c'est des projets qui sont essentiels aussi pour venir remplacer du gaz fossile par du gaz vert. Et on a fait aussi un tout petit peu d'hydroélectricité et de rénovation énergétique du bâtiment. Ça, on a quelques beaux dossiers sur la partie rénovation énergétique. Je comprends. Très clair. Rénovation énergétique, ah oui. Donc tout ce qui est réno, tu produis pas, mais tu dépenses moins, c'est ça l'idée ? Oui. Et alors, où est-ce que tu gagnes là-dessus ? C'est sur... comment tu le finances ? C'est un financement de projet, en fait. Tu finances un immeuble qui veut faire donc il va avoir besoin de 2 millions pour rénover, et toi, tu lui prêtes ces 2 millions. Alors, on va par exemple accompagner effectivement des foncières qui ont des immeubles, des actifs, et qui vont devoir donc rénover, et dont en fait la qualité et la capacité à continuer à louer et à louer plus cher va être liée à cette performance énergétique. Le revenu vient ensuite sur les loyers perçus, ok. Qui sont peut-être moins sûrs dans des périodes de crise que... Je veux dire, il y a 1 ou 2 ans, il y a 1 an en tout cas à Paris, tu trouvais pas un seul bureau dispo, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, tu en trouves par exemple. Je veux dire, le solaire surtout, ou l'éolien, c'était quand même une petite certitude d'avoir un peu de vent ou un peu de soleil quand même pour produire. C'est peut-être plus risqué ? Alors, effectivement, les énergies renouvelables, ce qu'elles sont très jolies dans leur modèle, c'est qu'une fois que tu as étudié ton vent, ton soleil, il y a un petit peu plus d'aléas sur les régimes de vent que sur le rayonnement. Mais globalement, c'est un secteur qui est très résilient, qui n'est pas dépendant des aléas cycliques. Ce que va avoir la partie qui va être
qui va faire l'objet d'une certaine volatilité, c'est le tarif de vente d'électricité. Donc soit c'est EDF-OA, et là il y a un tarif qui est fixé, qui est réglementé. Soit on va vendre sur le marché spot, soit on va faire des contrats qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement, des contrats de gré à gré sur la vente de l'électricité. Donc aujourd'hui, si on vend sur le marché, ce qu'on fait certains développeurs, et ce que beaucoup font quand ils sortent des 20 ans de tarifs réglementés, ils vendent sur le marché. Et là, donc ça peut être des tarifs très élevés comme on en a eu ces derniers mois, comme parfois des tarifs négatifs quand tout d'un coup il y a plein d'électrons qui arrivent sur le marché dans des phases de faible consommation. Et donc là, il y a une certaine volatilité, mais qui est très largement intégrée dans les modèles de financement des projets. Et j'imagine qu'il est payé avant les 20 ans, ce projet. Donc une fois que tu arrives au-delà des 20 ans, de toute façon, il y a un peu d'entretien, mais c'est que du cash qui tombe, quoi, quasiment. Une fois qu'on a fini de rembourser la dette, c'est que du cash. C'est très belle machine. Hein. En fait, aujourd'hui, c'est des projets qui vont tourner. Alors, on fait des modèles sur 20 ans, mais en fait, qui peuvent tourner 25, 30 ans. Et donc, quand on a fini de rembourser le financement bancaire, c'est là où c'est 100% de revenus directs pour la maison mère. Et alors, ça vous concerne pas, et ça concerne peut-être même pas les gens qui financent, mais c'est plus pour comprendre la fin de ces projets, parce que 25-30 ans, moi c'est ce que j'entends depuis assez longtemps, mais depuis pas encore 25-30 ans, tu vois, depuis 10-15 ans. Et parmi les détracteurs que je peux avoir autour de moi, c'est sans être climato-sceptique, au contraire, je pense qu'on est ici des gens scientifiquement bien câblés, etc. Et te disent, t'es bien gentil avec ton gros projet photovoltaïque, notamment en Corse, hein, dans ma famille, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, en fait, au bout de 30 ans, on en fait quoi de ton machin ? Et c'est pas si simple, et puis on n'est pas arrivé au bout des premiers projets, enfin les tout premiers peut-être un peu, mais la grosse partie des projets qui est plutôt arrivé vers 2010, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu connais de tout ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça coûte ? Est-ce que en fait ça peut aller jusqu'à 40-50 peut-être, parce que finalement, pourquoi pas ? Alors, c'est effectivement un des arguments des opposants, c'est le recyclage, qu'est-ce qu'on en fait, machin. Aujourd'hui, il y a une filière de recyclage pour les panneaux solaires qui existe en France. Il y a une première ligne, une deuxième ligne déjà de recyclage qui existe, qui tourne, parce que effectivement, les tout premiers panneaux, aujourd'hui, ils sont rentrés en fin de production et ils sont déjà dans ces usines de recyclage. Il y a même un éco-organisme. En fait, c'est comme pour les meubles ou pour les déchets électroniques. Le développeur doit adhérer à un éco-organisme, SOREN, S-O-R-E-N, qui prend en charge ensuite la fin de vie de ces panneaux. Et c'est finalement des panneaux qui sont, des objets qui sont assez simples à recycler. On arrive à des taux de recyclage de 80-95%. Ils servent à refaire d'autres panneaux ou non ? Alors, pas forcément. Ils vont dans des filières ensuite de réemploi en tout cas de recyclage des différents matériaux, une fois qu'ils sont désolidarisés les uns des autres. Et dans l'éolien, pareil, c'est finalement un énorme tube en acier qu'on peut parfaitement recycler et qui vaut quelque chose. Sur le béton, ils ont l'obligation réglementaire aujourd'hui d'excaver toutes les fondations. Donc on ne peut pas laisser une fondation dans le sol comme ça à la fin de vie des éoliennes. Et le seul composant résiduel aujourd'hui sur le cyclage, c'est les pales d'éoliennes. Alors, qu'on se rassure tout de suite, ce qu'on a vu, là, les images des anti-éoliens primaires, de cimetières de pales d'éoliennes, ça n'existe pas en France, c'est interdit, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est des choses qui passent en CSR, en combustible, en fait, dans des filières dédiées. Et c'est déjà en place. Il y a des filières industrielles en France et surtout, c'est un des vecteurs qui va nous permettre de faire cette transition énergétique et d'atteindre nos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les panneaux solaires, les éoliennes ont beaucoup gagné en rendement sur les 10 dernières années. Donc, il peut être complètement rationnel et cohérent de remplacer, même un petit peu en avance de phase sur des parcs qui existent, des anciennes machines pour mettre des nouvelles beaucoup plus hautes, beaucoup plus puissantes et finalement réduire le nombre de mâts, notamment dans l'éolien, ce qu'on appelle le repowering, donc le renouvellement de parcs éoliens, et on en a financé sur la plateforme pour venir les remplacer des vieilles turbines, donc qui ont 15 ans, par des nouvelles plus rentables. C'est chelou parce que tu dis les vieilles, bon, elles sont payées, elles tournent toujours, quoi. Donc finalement, autant faire sachant qu'on a un objectif d'en faire des nouvelles, pourquoi les remplacer, même si je comprends que les autres vont faire potentiellement plus. Parce qu'il y a une vraie, est-ce que bon, après c'est
Je sais pas si tu vois. Alors, on les remplace parce qu'on peut produire beaucoup plus en mettant moins de mâts. Ouais. Et donc ça, c'est un L'objectif, vrai c'est plus enjeu. de pollution visuelle enfin des mâts, quoi, c'est ça? Quand on a, voilà, comme on disait, il y a 10 ans pour monter un nouveau parc éolien, parfois quand l'empreinte visuelle et l'existence du parc est déjà là, les riverains, ils ont vu souvent en fait les oppositions, les critiques, elles sont en phase de développement. Elles sont quand on a peur, quand on a peur que ça vienne dévaloriser son foncier, quand on a peur que, je sais pas, il y ait des ondes, il y a plein de trucs complètement irrationnels qui tournent. Là, le parc, il est déjà là. Les gens sont déjà rassurés. Ils ont déjà vu qu'en plus, ça venait apporter sur le tissu économique local des choses qui sont très positives, de la fiscalité pour la collectivité. Et donc, venir remplacer 10 machines par 6 plus hautes et qui vont produire plus, c'est tout à fait rationnel pour les développeurs aujourd'hui. Et alors, quand j'ai réfléchi comme ça, je me dis, mais ça peut être une vraie martingale quand même, tout ça. Alors peut-être pas forcément pour les gens qui prêtent sur l'endosphère, oui, j'ai failli bugger. Et parce qu'en fait, si tu fais x5, je sais pas, c'est quoi le rendement par rapport à il y a 10 ans, c'est énorme, non, tu vois, en rendement sur une éolienne au même endroit, est-ce que tu produis 5 fois plus, ou 2 fois plus, ou 3 fois plus? Non, ça va être de l'ordre de plus 20, plus 60% sur eux. Oui. Plus 60% même déjà, et qu'en plus, les prix sont plus élevés à l'achat. Tu produis plus et on te paye plus cher. C'est génial, non? Oui. En fait, mais qui gagne sur tout ça? C'est plutôt la personne qui porte le projet. Donc. Alors, c'est le développeur. C'est celui qui va exploiter, en tout cas. Parce que le développeur, son travail, c'est d'aller chercher les autorisations. Ouais. Il va potentiellement pas avoir la capacité de garder le projet, comme on le disait. Ouais. Et donc là, peut-être qu'il l'a vendu. En tout cas, c'est celui qui exploite et sur les 10, 15, 20 ans et qui va avoir ses revenus réguliers. Et c'est ça qui est superbe dans ce secteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est des technologies matures, c'est des technologies rentables, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de sujet sur le fait qu'on doit accélérer cette transition énergétique. Il y a encore 15 ans, on aurait pu dire, ça va nous coûter plus cher le kilowattheure, ça va être un coût pour la société. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce sujet-là. Le kilowattheure le plus compétitif, c'est celui qui vient de l'éolien ou du solaire. Et le nucléaire, alors, dans tout ça? Je peux pas le financer un peu? Alors, le nucléaire, tu le finances déjà avec tes impôts, de façon très, très, il me très, rapporte très pas large. beaucoup. Non. Mes impôts. Si, il me rapporte un peu. Bon. Ok. Tu l'as financé avec tes impôts et aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le coût du nucléaire là, qui a été réévalué autour de 60 € le mégawattheure, ce qui est globalement le coût de l'éolien ou du solaire. Hein. Donc, on est au même niveau de prix, de tarif à la sortie branchée au réseau. Je sais pas si j'aurais été très content de financer le PR, tu me diras, parce que ça fait longtemps que tu l'as fait. Oui, merci. Merci de me le rappeler. Tu l'as fait et aujourd'hui, le vrai débat... Puis je vais le refaire d'ailleurs. Tu vas le refaire un paquet de fois parce que c'est pas fini. Le sujet aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a ce débat qui est un peu franco-français, d'opposer le nucléaire et les renouvelables. Ce que nous dit le gestionnaire du réseau RTE aujourd'hui, c'est on a 4 leviers pour réussir à décarboner notre mix énergétique tout en réindustrialisant et tenant nos objectifs de souveraineté industrielle en France. Les 4 leviers, c'est l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, donc comment je consomme moins. Alors, le premier, c'est comment je consomme mieux. Le troisième levier, et qu'il faut largement accélérer, c'est les énergies renouvelables. Et le quatrième, c'est retrouver une disponibilité du nucléaire à des niveaux meilleurs que ce qu'on a connu en 2021-2022. Et après un moment, parler de microcentrales, de choses comme ça, c'est un truc, c'est pour 2050, quoi, c'est ça? On doit réussir maintenant la transition énergétique. Non, mais microcentrales nucléaires. Oui. Mais donc, les microcentrales nucléaires, aujourd'hui, c'est un pilote de pilote. Si on veut décarboner aujourd'hui, et on doit le faire aujourd'hui, notre mix énergétique, très bien, s'il peut y avoir des microcentrales nucléaires qui prennent le relais de façon sécure dans 30-40 ans. Mais aujourd'hui, ce qui fonctionne de façon compétitive et rapide, c'est installer du solaire et de l'éolien. On a installé l'année dernière l'équivalent de 3 tranches nucléaires en France, en solaire et en éolien, 3 gigawatts. Ok. Si je reviens sur les projets, en fait, c'est assez cool de pouvoir aller dans chaque projet, regarder ce qui se passe, voir les sécurités, etc. Je pourrais aussi me dire, l'endosphère est là, ils ont rejoint 1, 2, 3, je vous fais confiance, vous avez fait 500 projets. Moi, je voudrais te verser 100 € par mois, ou 1 000 € par mois, et puis
tu vois, me Pas saoule ton pas, me saoule pas à me demander d'aller voir chaque projet parce qu'en fait, c'est cool, je vois chaque truc, je voyage un peu dans toute la France, sur la mer, au Chili, etc. C'est cool. Tu peux faire ça? Non, on n'a pas de mandat aujourd'hui de gestion pour compte de tiers. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec le nouvel agrément européen. Là, l'ensemble du secteur du participatif va basculer sous un agrément européen. Donc, entre 2014 et le 10 novembre, il y a l'agrément français de conseiller en investissement participatif qui nous permet d'intermédier des obligations et des actions. Et à partir donc là du 10 novembre, l'ensemble du secteur va devoir basculer sous un nouvel agrément européen de prestataire en service de financement participatif, PSFP. PSFP, Ouais. PSI, c'est prestataire. PSI, c'est les autres. C'est les autres. PSFP, et là on va pouvoir organiser notamment donc un marché secondaire dans les nouveautés qu'apporte cet agrément. J'allais te poser cette question, on va y revenir, ok. Et on va pouvoir également faire donc de la gestion pour compte de tiers, et on va pouvoir développer notre activité dans d'autres pays européens, c'est-à-dire aller chercher des investisseurs de façon proactive dans d'autres géographies. C'est assez cool ça. Ouais. Donc, 2-3 questions sur tout ce que tu viens de me dire. Le secondaire, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc j'achète demain portefeuille de 3 centrales photovoltaïques au Chili. Je trouve ça bien. Donc ça ouvre dans 16 jours au moment où on se parle. Non, J-16, il reste 16 jours. Taux d'intérêt annuel, il est masqué. Il faut que je m'abonne. Il faut que je m'abonne. Il faut d'abord accepter les risques. Ok. C'est ce qu'on appelle l'accès progressif. Ok. Et là, j'ai 14 ans. Non, ça c'est CVE, 14 ans. Échéance 3 ans, 1 tiers. Et 3 ans et 4 mois. Donc l'idée, c'est de me dire, tiens, dans 1 an, j'aurai besoin de cash. Est-ce que je peux revendre? Donc actuellement, non. Actuellement, non. C'est ce qu'on appelle le secondaire. Hein, donc, ouais. Actuellement, non. On n'a pas le droit, avec notre agrément aujourd'hui, de faire ce marché secondaire. On va avoir le droit, à partir de la bascule sous agrément européen, de dire, je veux vendre mon obligue, voilà, est-ce que quelqu'un veut me le racheter avec soit une décote, soit une plus-value, si jamais on a un acheteur en face, hein, ce sera l'offre et la demande, évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça va permettre d'ajouter de la liquidité à ce qu'on a aujourd'hui. On a assez peu de demandes finalement parce que les durées sont plutôt courtes, 2 à 6 ans, presque un tiers, la moitié des campagnes qu'on met en ligne ont déjà un profil de remboursement amortissable. Donc on récupère une partie du capital à chaque échéance. Okay. Mais c'est de toute façon un service supplémentaire qui va nous permettre de nous inscrire sur des durées de financement plus longues. On pourra faire du 10 ans, du 12 ans, du 15 ans, parce qu'on aura la capacité de revendre ces titres en cours de route. Ça, si tu as quand même un taux d'intérêt important, une durée potentiellement longue, mais sur lequel tu as du secondaire, tu peux revendre, et un risque assez bas, c'est quand même de la bombe, quoi. Hein. C'est vrai que ça fonctionne bien, et c'est vrai que ça peut être un des trucs qui manque. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le champion pour me lancer toujours dans des nouveaux projets et d'avoir un besoin de cash que je passe ma vie à aller rechercher des trucs que je me mettais en sécurité quelque part. Et voilà, donc ça va. Mais je suis sérieux, en plus, c'est potentiellement un des trucs qui me faisait ne pas aller sur vos plateformes parce que je me disais, en fait... c'est bloqué. C'est bloqué, quoi. Et ça, ce sera organisé par vous. Alors, c'est toute la question. Vous, ça augmente votre surface d'action. C'est-à-dire, j'imagine que si je te donne 1 000 € par mois pour investir un peu partout, tu vas quand même me prendre une commission au passage. C'est quand même souvent... Et si tu me fais du secondaire, tu vas prendre une commission au passage. C'est quand même un peu dans vos modèles, forcément. Alors, on n'a pas encore acté... Je dis pas que c'est illégitime. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est plus que... On n'a pas encore acté aujourd'hui. On va avoir la capacité réglementaire de le faire. On n'a pas encore acté le modèle économique qu'on mettrait éventuellement derrière. Moi, j'aime bien ce côté sans frais qu'on peut offrir sur l'Endosphère et sur la majorité des plateformes parce que c'est finalement un vrai facteur différenciant par rapport à l'ensemble des autres produits qu'on peut trouver sur le marché. C'est dire, j'ai accès de façon directe, sans frais, avec un ticket d'entrée assez faible, à une classe d'actifs qui ne m'est offerte avec ce degré de transparence nulle part ailleurs. Et te dire, en fait, moi, mes frais, je les prends toujours au même endroit. Si le reste ne me coûte rien, un coût marginal 0, finalement, je peux continuer à offrir ce truc sans frais. Et on a aussi cette beauté dans le secteur, c'est d'avoir ces plateformes 100% digitalisées. Aujourd'hui, on est 10 personnes. Il y a 2 personnes au service client. On a 30 000 investisseurs. C'est parce qu'il y a énormément de choses qui sont automatisées, digitalisées dans nos process.
Bon, ouais, je te travaille un peu depuis tout à l'heure, Laure, mais je vois pas de problème, quoi. Où sont les risques? Non, mais tu vois, parce que tu l'as redit, on est obligé de le dire, c'est toujours risqué, mais quand même, in fine, là, j'en ai pas trop trouvé, quoi. Tu n'as jamais eu de défaut, de choses comme ça. L'augmentation des taux, les incertitudes économiques, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des mondes? Alors, dans le pire des mondes, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, c'est déjà arrivé, des décisions rétroactives de l'État sur les tarifs d'achat. Mais la façon dont ça a été... alors déjà, ils sont revenus en arrière parce que forcément, la profession s'est fortement défendue. Et cette rétroactivité, elle était complètement finalement injustifiée dans un contexte où on doit accélérer les énergies renouvelables. Donc on ne peut pas mettre en difficulté les boîtes qui font cette transition énergétique au quotidien. Sachant que si tu mets beaucoup de particuliers derrière, en plus, ça donne un peu plus de force. Si tu fais du crowdfunding, il va avoir des contribuables, des gens en local qui disent non, mais les gars, le deal, vous le respectez pas, ça va pas, quoi. Ouais. Okay. Donc aujourd'hui, même les dernières tentatives de l'État de rétroactivité des tarifs ont été avortées. Et aujourd'hui, il y a un mécanisme d'appel d'offres qui permet d'avoir le mégawattheure le plus compétitif possible dans un dialogue concurrentiel entre les sociétés de développement. Et donc, ce que fait la Commission de régulation de l'énergie, c'est qu'elle dit, voilà, aujourd'hui, j'ai 1000 mégawatts en allocation. Et donc, les développeurs vont donner leur dossier, enfin présenter leur dossier à la Commission de régulation de l'énergie en disant, bah, moi, je peux vous développer tel projet, telle puissance avec tel tarif. Aujourd'hui, les derniers appels d'offres, c'était autour de 80 € le mégawattheure pour le solaire au sol. Et donc, la Commission de régulation de l'énergie, elle a tous ces dossiers sur la table et elle va choisir ceux qui proposent le tarif le plus bas pour être certaine d'avoir un kilowattheure le plus compétitif possible à la sortie au réseau. Et donc, même ce risque de rétroactivité des tarifs, aujourd'hui, il est devenu très minime parce qu'on a ce dialogue concurrentiel qui permet de sortir le kilowattheure le plus compétitif. Ok. C'est le seul risque que tu vois? Après, il y a les sociétés qui peuvent très mal développer leur projet, ou si on arrive trop tôt sur des petites structures qui n'ont pas encore d'actifs en exploitation, chose qu'on ne fait pas nous, voilà, qui peuvent se retrouver dans des problématiques d'hypercroissance, enfin, ce genre de choses. Mais finalement, les actifs, ils valent toujours quelque chose. Avoir sécurisé du foncier, avoir obtenu une autorisation administrative de construire, quoi qu'il arrive, ça vaut quelque chose. Donc, si on a bien construit notre dossier de financement, si on a bien structuré notre accompagnement, il y a peu de risques qu'il y ait une perte sèche de capital. Un taux d'ensoleillement qui faiblit, alors c'est pas le cas actuellement, moins de vent, toutes ces choses-là, c'est des risques? Les modifications du climat actuellement, on peut se dire il pourrait se passer des choses inattendues et il s'en passe tellement en fait finalement. Bah là, on rentre en anomalie statistique. Hein. Ouais. Quand on suit, d'ailleurs je recommande à tout le monde d'aller suivre les comptes de Valérie Masson-Delmotte ou de Serge Zaka ou de Jean Jouzel sur LinkedIn. Alors il faut avoir le moral bien accroché ou être déjà bien au courant. Ok, on va les mettre. Hein. Et ne pas sombrer dans l'éco-anxiété et au contraire agir, avoir cette conscience qu'on rentre aujourd'hui dans quelque chose que les scientifiques du GIEC, et ce sur quoi ils nous alertent depuis des années et des années, on va rentrer dans une ère où il va être compliqué de modéliser ce qui va nous arriver. On va rentrer dans une ère d'anomalie statistique climatique. Donc effectivement, après, de façon très concrète, sur des projets, alors dans le solaire, peu de risques, hein, il y aura plus d'ensoleillement. Aujourd'hui, des projets au nord de la Loire sont devenus très rentables et on a de plus en plus, nous, de projets en Centre-Val de Loire ou dans les Hauts-de-France qui offrent des BP qui sont confortables. Sur les vents, il y a effectivement des modifications de régime de vent associées au réchauffement climatique qui sont assez compliquées à modéliser, mais de toute façon, des actifs aujourd'hui qui vont être amortis peut-être sur un peu plus longtemps, mais qui le seront tôt ou tard. C'est aussi pour ça que l'offshore est très important, l'éolien offshore, parce que là, on a des régimes de vent et de puissance qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus prédictibles. Et peut-être d'ailleurs un risque politique quand même. C'est que... Enfin, tu vois, c'est peut-être le plus gros d'ailleurs que j'avais pas vu. C'est une Marine Le Pen ou peu importe, Mélenchon, je sais pas. Hein, je prends des extrêmes mais qui arrivent et qui disent non mais en fait les gars là, les capitalistes avec vos histoires ou ceux qui profitent avec vos histoires d'éolien machin, vous vous gavez machin. C'est la fin de la récré. Alors. Et ça il
il est pas anodin. Ah bah, c'est toujours le danger de la politique politicienne là-dessus, hein. Alors qu'on est sur un enjeu industriel, un enjeu de souveraineté énergétique et de souveraineté géopolitique. Aujourd'hui, quand tu as 60% de ton mix énergétique qui dépend du fossile, et quand tu as un marché de gros de l'électricité qui dépend de la dernière centrale à gaz, qui est donc directement dépendante de la politique russe, les énergies renouvelables, elles ont apporté 13 milliards d'euros en 2022-2023 au budget de l'État. Elles ont financé la moitié du bouclier tarifaire qu'on a mis en place au moment où le marché de l'électricité s'est mis à fortement augmenter. Donc c'est en plus des énergies qui ont une valeur ajoutée sociale, sociétale qui est aujourd'hui chiffrée. T'as raison, mais c'est vrai que je prends l'exemple de Donald Trump. Tu vois, il arrive aux États-Unis, on a signé la COP21, et le mec il dit attendez les gars, là, vous êtes sympas les écolo-bobos, mais en fait on va faire du comment on appelle ça, du fractionnement, on va aller chercher du pétrole, du gaz de schiste, voilà, bien dégueu, on va tout polluer, et puis même Biden dans la foulée s'est envoyé dans des énormes champs de, je sais pas quoi, en Alaska, gaz, je crois, exploration, gaz et pétrole. Donc finalement, chez eux, cette partie politiquement était. Alors, est-ce que pour autant ça met à mal ceux qui étaient dans l'éolien et le photovoltaïque? Peut-être pas là-bas, j'en sais rien. Alors, aujourd'hui, le mix énergétique mondial, c'est 80% de fossiles. Et tout ce qu'on a fait, et donc c'est énorme en termes de puissance au niveau international, ça vient aujourd'hui couvrir la quasi-totalité de l'augmentation de la consommation d'énergie. Mais ça n'a pas attaqué, effectivement, les 80% du mix énergétique mondial fossile. Et l'enjeu politique, il est évident. Et aujourd'hui, l'éolienne, c'est devenu un objet de politique politicienne. Et c'est complètement... c'est presque criminel, en fait, à ce stade de réchauffement climatique et de nécessité urgente d'agir. Écoute, moi je trouve ça cool, hein, tu vois, je reçois les différents acteurs là-dessus et à chaque fois ça me convainc d'autant plus. S'il y a cette liquidité qui arrive en plus, alors on va suivre ça de près. J'imagine que tu l'annonceras sur LinkedIn peut-être ou ailleurs. On peut s'abonner à vos newsletters. Chaque projet est envoyé ensuite, donc on les reçoit. Je vous invite vraiment à le faire. Si tu viens de ma part sur l'Endosphère, de la part de la Martingale, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos auditeurs ? Alors, en inscrivant Green Martingale. Green Martingale, merci. Si ça te convient. Ça me va, ouais. On vous offre vos premiers 50 € à investir dans les projets. D'accord, donc tu n'as même pas à sortir 50 €. Le premier projet, il est pour moi. Exactement. C'est cadeau. Alors, il n'est pas pour moi, je ne le payerai pas. Mais il est pour l'Endosphère. Il est pour l'Endosphère, mais vous pourrez me remercier quand même. Tu peux pas faire 100 ? 50, c'est déjà le plus beau chèque qu'on ait fait depuis qu'on existe. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est bien. Écoutez, voilà, je vous précise, je le redis à chaque fois, mais je ne gagne rien là-dessus, ni sur cet épisode. Enfin, en tout cas, ce sont mes sponsors en début et en fin d'épisode qui me font vivre, et pas l'or et pas l'Endosphère. Un jour, tu voudras peut-être me sponsoriser, on en reparlera. Mais ça, c'est un autre débat. Et toi, ta martingale, Laure, c'est quoi ? Moi, j'ai tout investi dans les énergies renouvelables. Non, mais il faut autre chose. Vous êtes c'est trop facile. T'as pas un petit truc, je sais pas, des objets de collection, des tableaux, des montres, des choses que t'as rachetées, vendues, non, rien. Même pas. Non, on a vraiment, dès qu'on peut, on investit dans les projets. Et je crois aussi que c'est important de le faire parce que, voilà, on est aligné. Total. Pardon. En plus, Total, c'est qu'est-ce qu'on pense de Total quand on est dans la question difficile en fin de podcast. La petite cerise sur le gâteau. C'est un cadeau. C'était une vraie question au sein de l'équipe. Est-ce qu'on met le logo Total ou pas sur le site ? Nous, on a une vision très pragmatique de la chose. Total, on est contre le projet ICOP. Voilà, moi, tout ce qui se passe, les nouveaux projets qu'ils annoncent, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est très clairement évident. En France, Total, ils développent des beaux projets solaires, éoliens. On a fait des belles campagnes sur des projets agrivoltaïques, sur des fermes éoliennes qui sont aujourd'hui la coopérative des fermiers de Loué, qui sont actionnaires de ces fermes éoliennes. Et Total a racheté en fait une belle boîte qui s'appelait Quadrant. Et aujourd'hui, c'est encore ces équipes-là et c'est encore ces projets-là qui sont développés sur le territoire en France. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment au niveau des sociétés de projets, dans une logique d'ancrage territorial de ces projets pour permettre aux particuliers, encore une fois, d'investir directement dans des fermes éoliennes et des centrales solaires.
Ok, merci. Donc, on a dit Green Martingale ou Martingale Green? Green Martingale. Green Martingale. Voilà, vous allez tous sur l'Endosphère. Vos 50 premiers euros, ce serait dommage de ne pas les prendre finalement, hein, puisque vous pouvez en rajouter. De toute façon, si vous mettez au moins ceux-là, mettez-en. Non, d'ailleurs, je ne dois pas vous recommander de faire ça, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, ceux-là, ils ne sont pas risqués. Donc, j'ai le droit de vous recommander de le faire puisque ils sont cadeaux. Dis donc, c'est un beau cadeau. Hein. Merci pour tout le monde, Laure. On te suit sur LinkedIn. Alors, Laure Verhaeghe, c'est bien, ça paraît facile quand on le dit, c'est beaucoup moins simple quand on le lit. Donc c'est Verhaeghe, donc avec 2 H. Laure Verhaeghe sur LinkedIn. C'est bien LinkedIn pour te suivre, ouais. Oui. Ailleurs, Twitter, non. Non, ok. Pas du tout. C'est trop violent tout ça. C'est vrai. Et puis bientôt, il paraît que ça va être payant, donc voilà. Born at 347 ppm, ça veut dire quoi? Alors, ça, c'est. En fait, ça devrait être l'indicateur, la mesure de toute chose aujourd'hui. ppm, c'est partie par million. Et donc, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Okay. Moi, je suis née à 347 ppm, sachant qu'aujourd'hui, on est à 410 et qu'il faudrait atteindre 200 pour avoir cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, ces 347 ppm, si vous faites le jeu de regarder, il y a des sites qui permettent de savoir à quelle concentration de CO2 vous êtes né, vous voyez cette augmentation exponentielle des émissions de CO2 sur les 40 dernières années. Toi, t'es né à 337, t'as dit? 347. 347. Je suis né à 337. Ça veut dire que je suis né avant toi. Ouais, ça, juste avant. Hein. Ok. Sur nature.org, je mettrai le lien là-dessus. Si je suis tapé how many ppm, voilà, 337 et aujourd'hui 416. C'est intéressant. Merci pour tout ça, Laure, et tous ces éclaircissements. Je crois qu'on a vu les risques, on a vu les opportunités, on a vu les menaces, on a vu les rendements, on a vu ce que vous gagniez. Je crois que j'ai fait le tour, non? J'ai oublié quelque chose? On a fait un bon tour. Ouais. On a fait un bon tour d'horizon et puis aujourd'hui, notre grande fierté, c'est qu'il y a 75% des investisseurs qui sont fidèles, qui sont récurrents. Et quand tu disais diversifier, c'est vraiment ce qu'ils font au fil de l'eau parce qu'on met, en règle générale, 3-4 nouveaux projets par semaine sur la plateforme. Et donc, ça permet de pouvoir diversifier comme ça au fil de l'eau ces investissements. Et aujourd'hui, c'est le cas de plus de 3/4 des investisseurs de la plateforme. Si je vais profiter juste, j'ai dépassé l'heure, mince, mais tu préfères l'éolien ou le photovoltaïque? Alors, j'aime autant l'une que l'autre. Tu peux pas me dire le contraire parce que tu es avec tout le monde, mais... J'ai une faiblesse particulière pour l'éolien. Alors, c'est très subjectif. Moi, je trouve que c'est élégant, une éolienne. Et surtout, c'est la plus efficace en termes de décarbonation du mix énergétique aujourd'hui. Ok. Et la question que je m'étais posée, je crois, quand on avait préparé tout ça, c'est... Les intérêts sont alignés finalement parce qu'il y a une forme de sécurité, même si elle n'est pas à 100% dans ces investissements. Cependant, si un projet marche mieux que prévu, ou voilà, je gagne pas plus, quoi. On est d'accord. Non, le taux est fixe et contractuel. Ouais. Écoute. Ah oui, et j'avais une dernière chose sur les labels. Il y a des tas de labels dans ces univers. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut regarder, et tes avis dessus Alors, il y a plusieurs labels. Il y a le label ISR, Investissement Socialement Responsable, qui est en cours de refonte aujourd'hui pour être plus exigeant et pour pouvoir enlever, par exemple, de l'oil and gas dans les fonds qui sont labellisés ISR. Pour l'instant, cette refonte, elle est sur le bureau à Bercy. Et Michel Papalardo, qui est la présidente du comité du label ISR, est vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans le secteur du développement durable. Depuis des années, elle a été présidente de l'ADEME, et elle a fait un travail de fond pour rendre ce label plus exigeant. Donc aujourd'hui, il est en cours de refonte. Il y a le label Greenfin également qui existe. Et au niveau réglementation européenne, il y a ce qu'on appelle des fonds article 8 ou article 9 qui vont, alors surtout article 9, avoir un reporting sur les impacts environnementaux positifs donc des fonds. Nous, le fonds 1, 2, 3 transition énergétique, il est article 9 et il permet de savoir en termes de mégawatts, de mégawattheures et de tonnes de CO2 évitées l'impact environnemental du fonds. Donc ça, c'est sur la partie label, je veux dire au niveau fonds institutionnel.
Pour le financement participatif, il y a le label Financement participatif pour la croissance verte. Et nous, on vient de labelliser notre 100e projet FPCV, qui est un label qui apporte des gages en termes de transparence et d'impact environnemental des projets. Ok. Après, c'est un peu la jungle, les labels, hein, c'est toujours le même problème. Et quand on est investisseur et qu'on se dit, bah, super, je vais mettre dans un fonds ISR et puis qu'on retrouve effectivement de l'oil and gas dedans, c'est un peu embêtant et c'est en effet très déceptif. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller chercher à la source. C'est ce degré de transparence et d'investissement le plus direct possible dans ces actifs qui sont encore une fois des actifs d'infrastructure et qui offrent cette visibilité-là pour l'investisseur. Merci. Et puis on voit que c'est en refonte, donc ça va être mieux aussi, et ça c'est intéressant. Ce sont des choses en mouvement. Pour tous les nouveaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter de La Martingale, et puis surtout bien vous abonner à La Martingale, parce qu'il y a plein de gens qui tombent sur cet épisode juste comme ça. Donc abonnez-vous sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, partout. On a une newsletter qui part toutes les 2 semaines avec un récap des épisodes et puis 2-3 petites infos sympas. Et puis aussi pour les plus engagés, on a un Discord sur lequel il y a beaucoup de gens qui sont à donf, avec en plus des commentaires possibles épisode par épisode. Il y a beaucoup d'échanges là-dessus. J'y suis assez peu présent, trop peu présent, mais j'ai pas le temps. Mais voilà, m'insultez pas trop parce que je serai pas au courant. Mais voilà. Et je vous remercie vraiment en tout cas de vos bons mots aussi par mail et ailleurs sur La Martingale. J'ai de la chance de pouvoir explorer tout ça, puis de faire des épisodes comme ça sur lesquels on voit que c'est intéressant de voir que les choses peuvent s'aligner en fait entre la planète, les finances, et qu'il y a des acteurs comme toi qui font en sorte que ça s'aligne, qui sont engagés. Je trouve ça assez cool. Ça faisait vraiment partie de mes premiers épisodes, volonté d'épisode, qui était un peu investir dans le vice ou la vertu, qu'est-ce qui paye le mieux. Et on a un sentiment qu'en ce moment, en tout cas tout ce qui est écologique peut être un secteur intéressant, très stimulé et très stimulant. Donc c'est cool. Merci. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. À la semaine prochaine, au plus tard. Salut.